tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau webinar. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Normalement, ça a dû commencer, donc si vous voulez bien me mettre dans le chat, si c'est bon pour vous, si vous me voyez et si vous m'entendez. J'attends 2-3 petites secondes. Eh bien, c'est bon, c'est parti. Il y a un petit décalage en fait entre mes images et votre diffusion. C'est pour ça que des fois, je suis obligé d'attendre un petit peu. Mais bon, effectivement, tout le monde a l'air OK. Donc, pas de souci. Ravi de vous retrouver pour ce webinar, certainement le dernier avant les vacances. Et il nous semblait important de continuer votre accompagnement suite à la mise en place de l'avenant 6, hein, bien entendu, qui est un petit peu difficile. Donc, on s'était vu déjà pour les modifications qui ont eu lieu depuis le 1er mai. Et là, vous avez de nouvelles modifications qui interviendront à partir du 1er juillet. Ces modifications sont pas nombreuses, mais du coup, ça va nous permettre de refaire un petit focus sur toutes les nouveautés au niveau des pansements. Le dernier webinaire qui concernait les pansements, je ne sais pas, je pense que certains d'entre vous y ont assisté. J'avais eu un problème de chat, j'avais juste oublié de l'activer, donc je n'avais pas pu répondre à vos questions. Donc, celui-ci, ça me permettra du coup de répondre aux questions. C'est pour ça que je vous avais annoncé, on fera un petit focus concernant les nouveautés par rapport au pansement. Donc on va voir, comme d'hab, hein, on va faire en plusieurs parties. On va d'abord voir toutes les nouveautés et on va faire deux séquences différentes par rapport à ces nouveautés, puisqu'il y a au 1er juillet bien une revalorisation d'un acte existant et il y a la création de deux nouveaux actes concernant les pansements, bien entendu avec des modalités de facturation différentes. Donc je vais essayer de vous expliquer au mieux tout ça. Je garde pour la fin, comme d'hab, un moment pour les questions. Malheureusement, je ne pourrai pas répondre à toutes, hein. J'ai vu qu'il y en avait déjà dans le chat avant même que j'attaque. Donc, j'essaierai d'y répondre au mieux. Mais bon, vous savez, les webinaires, je vous le rappelle, sont des choses gratuites. Donc, on a un temps limité. Donc, je fais au mieux pour répondre à vos questions. Mais ne m'en veuillez pas si j'ai pas le temps de répondre à tous. Voilà. Donc, notre webinaire va s'organiser de cette façon-là. Donc, avec les deux nouveautés pour les deux premières parties. Suivant le temps qui nous reste, on refera un focus plus ou moins complet sur toute la prise en charge des plaies et un espace questions-réponses pour la fin. Alors pour ceux qui ont des difficultés à me voir et tout ça, je pense que c'est des problèmes de réseau locaux parce qu'a priori la plupart des gens me voient et m'entendent. Le principal c'est que vous m'entendiez. J'ai envie de dire que si vous me voyez pas, c'est pas très grave en fait. Il y aura pas d'informations sur mon visage normalement. Alors première nouveauté au 1er juillet, une revalorisation par rapport à la surveillance médicamenteuse. Vous savez, là on va parler de l'article 10 du chapitre 1 qui concerne l'administration et la surveillance d'une thérapeutique dans le cadre de patients atteints de troubles psy ou de troubles cognitifs. Troubles cognitifs, je vous le rappelle, qui a été rajouté depuis le 1er décembre 2019. Cet acte passe à un AMI 1,2 à partir du 1er juillet. Alors, je vous demande, il n'y a rien de compliqué, je vous demande juste un petit peu d'attention parce que il y a quand même à faire attention à une chose, c'est que dans l'article 10, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a deux parties. La première partie, celle qu'on utilise le plus, c'est celle-ci. L'administration et la surveillance d'une thérapeutique dans le cadre de troubles psy ou de troubles cognitifs. Je vous rappelle qu'il faut bien entendu que le patient soit concerné. Si c'est le cas et que vous ayez une prescription, il n'y a pas de limite de passage par jour, il n'y a pas de limite de durée. La seule obligation que vous ayez, c'est le fait de réaliser un accord préalable au-delà du 1er mois de traitement. Ça, c'est la première partie de l'article 10 qui, du coup, est concernée par cette augmentation. Et vous vous rappelez, ou pas, que dans la deuxième partie de l'article 10, il y a un autre article qui est la surveillance médicamenteuse lors de la mise en place d'une thérapeutique.
Là, c'est limité à 15 séances. Vous savez, la règle a changé depuis le 1er décembre 2019 également. Avant, c'était une fois par jour maxi pendant 15 jours. Aujourd'hui, c'est 15 séances maxi. Et là où je veux attirer votre attention, c'est que cette deuxième partie de l'article 10 n'est pas concernée par cette augmentation. Donc, en résumé, la première partie de l'article 10 qui nous concerne et qui nous concerne le plus souvent, en fait, c'est l'administration d'une thérapeutique chez un patient psy ou trouble cognitif. Celle-ci est bien revalorisée AMI 1,2 à partir du 1er juillet, avec toujours l'obligation d'un accord préalable au-delà du premier mois. La seconde partie concernant la surveillance lors de la mise en place d'une thérapeutique, elle n'est pas concernée et reste à AMI 1. C'est la seule petite difficulté à se rappeler, surtout à ne pas faire d'erreur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-moi. Autre petit détail, bien entendu, grâce à la réécriture de la MAU au 1er décembre 2019, je vous rappelle qu'avant, la MAU ne s'appliquait qu'aux AMI 1 et 1,5. Depuis le 1er décembre 2019, la MAU a été réécrite et elle s'applique à tous les AMI inférieurs ou égaux à 1,5. Donc le 1,2 est bien entendu concerné, donc il peut être adjoint à la MAU si toutefois il est éligible, c'est-à-dire s'il est un acte unique. Dernière petite chose, cet AMI 1,2 n'existe pas en AMX, donc il n'est pas cumulable avec la dépendance. Donc, je vous ai remis ça dans une dia. Comme d'hab, ma présentation est téléchargeable dans le webinar ou à la fin. Je ne me rappelle plus trop comment ça se déroule, mais vous pouvez télécharger ma présentation. Raison pour laquelle je vous ai bien remis cette deuxième partie de l'article 10, à savoir lors de la mise en place d'une thérapeutique avec 15 actes maximum, et cette partie n'est pas revalorisée. Voilà, c'est super important par rapport à ça. Donc, par rapport à ça. Alors, je sais, c'est pas une augmentation délirante, mais somme toute, je m'aperçois en faisant des formations que c'est un acte que vous utilisez de plus en plus, hein, l'AMI 1 des troubles psy. Donc, cette petite augmentation multipliée par des dizaines de passages et tout ça, ça peut représenter une augmentation non négligeable. Donc, effectivement, sur l'acte en lui-même, ça représente pas une somme importante, mais je pense que ça représente pas mal de vos patients, donc ça peut être intéressant quand même. Voilà pour ce qui est de l'augmentation de cette cotation pour un article existant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Comme d'hab, j'ai pas le temps de les lire au fur et à mesure. C'est Sabine que j'ai oublié de saluer d'ailleurs, mais bon, on s'est vu ce matin au bureau. Donc Sabine qui est modératrice de ce webinaire et qui est présente dans le chat avec vous et qui va me relayer toutes vos questions sur un document que j'ai sur un deuxième écran. Donc, lorsque je tourne la tête, c'est pas que je regarde la télé, c'est que je regarde vos questions. Alors, on rentre dans le vif du sujet concernant deux articles qui vont être rajoutés, deux actes, pardon, qui vont être rajoutés dans l'article 3 du chapitre 1, à savoir l'article concernant les pansements lourds et complexes. Ce premier acte, c'est un AMI 5,1 qui concernera les pansements d'ulcères ou de greffes cutanées avec pose de compression. Donc, cet article sera coté AMI 5,1. Il sera bien entendu cumulable avec la MCI puisqu'il s'agit d'un pansement lourd et complexe présent dans l'article 3 du chapitre 1, donc aucune difficulté particulière. Et dernier petit point, pardon, il sera cumulable en entier en dérogation à l'article 11b des dispositions générales avec l'analgésie topique que je vais vous présenter juste après, puisqu'il s'agit du second acte qui va être créé. Faites très attention. Dans les deux actes qui sont créés, il n'y a pas de difficulté particulière. La seule chose, c'est que ces deux actes ne concernent pas les mêmes patients. Lorsque vous voulez utiliser ces actes, s'il vous plaît, retournez à chaque fois les lire. On ne peut pas s'en souvenir. Moi-même, ça fait 2 ans que je travaille sur ces actes. Je confonds encore les plaies concernées par cet AMI 5,1 et par le 1,1. Ce ne sont pas les mêmes. Là, pour l'AMI 5,1, on parle uniquement de pansement d'ulcères ou de greffe cutanée. Alors que l'analgésie topique, que je vous reverrai tout à l'heure, elle va concerner les escarres,
les ulcères et les escarres. Donc voilà, faites attention, mais je reviendrai dessus. Je vous ai fait des petits documents justement pour résumer tout ce qui est important à se rappeler pour que vous ne fassiez pas d'erreur par rapport à tout ça. Donc, cette analgésie topique, elle sera cotée AMI 1,1. Alors, qu'est-ce que c'est cette analgésie topique? Eh bien, c'est lorsque vous mettez une crème anesthésiante sur une plaie qui est douloureuse. Mais là, il ne s'agit que d'ulcère ou d'escarre. Je vous rappelle que lorsqu'un acte est créé à la nomenclature, il faut s'assurer qu'on soit en capacité de prouver qu'on respecte bien chacun des termes. Vous avez souvent on me pose la question, quand je vais poser un patch d'EMLA chez un gamin avant une prise de sang, je pourrais me coter ça. Non, non, puisque c'est marqué sur un pansement d'ulcère ou d'escarre. Hein. Si c'est une greffe, oui, je pourrais utiliser la MI 5,1 de pansement avec compression, mais là, je ne pourrais pas non plus utiliser ça parce que ça ne concerne que les pansements d'ulcère ou d'escarre. Alors, plusieurs choses à retenir par rapport à ce pansement, à cette analgésie topique. Donc, ulcère et escarre, elle comprend le fait d'enlever l'ancien pansement, de mettre la pommade et de mettre en attente parce qu'il faut qu'on laisse la pommade faire effet. On sera limité à 8 séances par épisode de cicatrisation. 8 séances renouvelables une fois. Pas 16, mais 8 séances renouvelables une fois. Je vous entends d'ici me dire, ah ben voilà, ils nous mettent encore un truc pour nous rendre la vie difficile et compagnie. Non, lorsqu'une chose est créée comme celle-ci, eh bien, il y a une explication scientifique. Il n'y a pas de recours officiel là-dessus sur l'analgésie topique, mais il y a des recommandations locales d'hôpitaux, de centres de prise en charge des plaies qui disent que sur une même plaie, on doit se limiter dans le nombre d'analgésies topiques parce que ça a une incidence sur la plaie. Et les recommandations qui existent dans certains réseaux plaies, c'est entre 8 et 16 par épisode de cicatrisation. Donc vous voyez que si on vous sort ce chiffre-là, c'est pas pour vous embêter, c'est peut-être pas assez, mais c'est toujours mieux que rien. Qu'est-ce que c'est un épisode de cicatrisation? Eh bien, c'est une prise en charge continue d'une plaie. Si jamais on a une récidive, je vous le rappelle, est définie comme un arrêt des soins pendant 2 mois. Le patient, vous avez fermé la plaie, le patient vous rappelle de plus de 2 mois après, vous pouvez repartir sur une prise en charge normale, donc vous pouvez repartir sur 8 épisodes d'analgésie topique renouvelables une fois. Pour cette analgésie topique, vous avez 2 possibilités pour la coter. 2 possibilités pour la coter. Vous pouvez soit la coter à distance de votre pansement lourd et complexe. Dans ce cas-là, vous allez chez votre patient, vous enlevez le pansement, vous mettez la crème, vous me mettez en attente, vous repartez. Vous vous cotez un AMI 1,1 plus MAU plus IFD. Vous revenez une demi-heure ou 3/4 d'heure après, vous pouvez vous coter le pansement AMI 4 plus MCI plus IFD. Ça, c'est la première méthode pour faire ça. Vous avez la possibilité de vous le compter en même temps. C'est-à-dire, vous allez chez votre patient, vous enlevez le vieux pansement, vous mettez la crème, vous laissez en attente, et pendant que la crème fait son effet, vous avez le dossier de soins à remplir ou vous avez autre chose à faire, et vous faites après le pansement. Ce n'est là qu'une seule séance. Et bien dans ce cas-là, vous avez le droit de coter cette analgésie topique en entier, en dérogation à l'article 11b des dispositions générales, avec l'AMI 4 du pansement, et même avec l'AMI 5,1 du pansement avec compression. Donc voilà, c'est pour ça que depuis quelque temps, je vous dis, pour les pansements, on a quand même pas mal gagné. Hein. Pour une plaie d'ulcère, typiquement, où avant, on faisait l'analgésie topique, on faisait le pansement, on mettait la contention, on pouvait se coter au mieux un AMI 4 plus MCI. Aujourd'hui, on sera en 5,1 plus 1,1 en entier. Donc AMI 6,2 et MCI également. Donc, c'est plutôt pas mal. Rappelez-vous bien que ce pansement lourd, c'est uniquement pour les ulcères et les escarres, 8 au maximum renouvelables une fois et 2 méthodes pour le côté. Donc, je vous ai fait un petit document à retenir. Donc, pour le pansement avec compression, ulcère et greffe uniquement, AMI 5,1, existe en AMX, donc cumulable avec la dépendance. Cumulable avec la dépendance en entier. Ça fait partie des actes dérogatoires. Vous avez un AIS 3 avec un pansement avec compression. La cotation sera AIS 3 plus AMX
5,1 en entier. Vous avez un patient éligible au BSI, vous avez obtenu un BSB avec 2 IFI. Lors du passage du matin, vous vous coterez un IFI plus un AMX 5,1 plus MCI. Cumulable avec la MCI, je viens de vous le dire, et cumulable en entier avec l'analgésie topique. Vous voyez, c'est des petits schémas, c'est pour ça que j'essaye de vous faire ça. C'est des petits schémas qui, en un coup d'œil, vous montrent les choses à retenir et surtout, peut-être, peuvent éviter de faire des erreurs. Pour l'analgésie topique, ulcère et escar uniquement, alors que l'ancien, c'est ulcère et greffe. AMI 1,1, existe en AMX, donc également cumulable en entier avec la dépendance. Cotable seul avec un déplacement, comme je vous l'ai expliqué. Si vous le faites au cours de la même séance, il est cumulable en entier avec un pansement lourd et complexe, en dérogation à l'article 11b des dispositions générales. Et chose importante que je ne vous avais pas dite, je vous l'avais caché, je sais que je l'avais oublié, c'est que ça a été rajouté également à l'article 5 bis du chapitre 2. Qu'est-ce que ça veut dire que l'analgésie topique ait été rajouté également à l'article 5 bis du chapitre 2? Eh bien, c'est que ça vient gonfler le nombre d'actes pour le patient insulino-traité. Vous savez que seuls les articles décrits dans l'article 5 bis sont cumulables dans la parenthèse du patient insulino-traité, à savoir dextro, l'injection d'insuline, le pansement lourd et complexe et la surveillance hebdomadaire du patient de plus de 75 ans. Eh bien, l'analgésie topique a été rajoutée à l'article 5 bis. Ça veut dire que si vous avez un patient chez qui vous faites dextro plus insuline, plus pansement lourd et complexe, plus analgésie topique, vous pourrez tout coter en entier. Attention, ça, je ne vous l'ai pas dit pour l'AMI 5,1. L'AMI 5,1, le pansement avec compression, n'a pas été rajouté à l'article 5 bis. Donc, il ne pourra pas être coté dans la parenthèse du patient insulino-traité. Il sera forcément dehors et en respectant l'article 11b des dispositions générales. OK, c'est bon pour vous? Dites-moi si c'est bon ou pas. Voilà, ces 2 actes, super importants, pansement avec compression AMI 5,1 et l'analgésie topique AMI 1,1 que vous pouvez coter de 2 façons différentes et qui a été rajouté à l'article 5 bis des dispositions générales. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Je vois que le tableau se remplit assez rapidement. Donc voilà. On ne rentrera pas dans le détail des diverses compressions qui existent. Je vois des noms de marques qui passent. Il faut juste que ce soit une compression voilà, avérée, médicale, que le matériel ait été remboursé. Donc, je ne pourrais pas répondre à chacune des, parce que d'abord, je ne les connais pas toutes. Allez, on refait un petit focus sur les prises en charge globales des plaies qui, à partir du 1er juillet, bah, du coup, sera global. Je vous rappelle que pour vos pansements lourds et complexes, depuis le 1er janvier, vous pouvez vous coter un AMI 11 pour un bilan initial de plaie une fois par an pour une plaie de plus d'1 an et 2 fois par an pour une plaie récidivante en s'arrangeant pour que, non pas en s'arrangeant, en vérifiant qu'il y ait bien eu 2 mois d'interruption de soins pour que la récidive soit acceptée. Ça, c'est hyper important. On l'avait vu lors du dernier webinaire là-dessus, mais effectivement, à ce webinaire-là, il n'y avait pas eu de questions possibles. Donc, si vous avez des questions sur ce bilan initial de plaie, je vais essayer d'y répondre également. On va se laisser un bon peu de temps parce que je vois que j'ai beaucoup de questions. Donc, ce pansement d'ulcère également et de greffe avec compression qu'on vient de voir à AMI 5,1 et l'analgésie topique à AMI 1,1. Donc, vous voyez vraiment, je pense qu'il faut qu'on… comment vous dire ça il faut qu'on gagne en efficience. Grosso modo, je vais vous la faire courte, mais grosso modo, la Sécu trouve qu'on a des plaies qui sont un petit peu longues. Et je pense qu'ils ont raison en moyenne. Il y a des gens qui se forment jamais, qui n'évoluent pas. Alors pas vous, parce que vous êtes là et que vous avez l'habitude de vous former avec nous, mais il y a encore des gens aujourd'hui qui font des pansements d'ulcères avec de la bétadine et du tulgras. Donc ça, c'est pas une vision de l'esprit, ça existe. Donc je pense qu'aujourd'hui, grâce au fait qu'on puisse se faire payer, je pense, correctement, je pense qu'il faut qu'on fasse l'effort de se former, de faire qu'on avance par rapport à ça. Je vois quelqu'un qui s'énerve et qui me demande pour les bandes de compression. Je ne vous donnerai pas de réponse. Je vais vous expliquer vraiment pourquoi. Dans la nomenclature, dans la NGAP, il n'est pas marqué qu'il faille que ce soit des bandes ou des bas. C'est marqué avec compression. Donc, si je m'en tiens à ça, toute compression, donc bande, bas et tout ça, est concernée. Malheureusement,
dans l'avenant 6, d'où est tirée cette nouveauté, et dans la circulaire du 11 septembre 2019 mettant en place cet acte-là, et dans la circulaire d'explication, à chaque fois, il est noté bande, bande de compression. Donc, j'ai envie de dire, si vous maîtrisez la nomenclature, si vous savez, si vous êtes capable de vous défendre, eh bien, prenez le risque. Par contre, sachez que la Sécu pourra vous opposer le fait que ce soit marqué dans les textes officiels. Donc, je ne veux pas, moi, vous envoyer au casse-pipe en vous disant oui, allez-y, parce que ça implique derrière qu'on soit obligé de se défendre. Donc, je ne répondrai pas à cette question. Si vous voulez avoir l'esprit tranquille et être sûr de ne pas être embêté par la Sécu, je vous conseillerais d'utiliser cette AMI 5,1 uniquement pour les bandes de compression. Ceux qui veulent les compter également pour les bas, faites-le, mais sachez que vous êtes susceptible d'avoir à vous défendre, puisque dans les textes officiels, c'est marqué bande, même si ça n'est pas marqué dans la nomenclature. Voilà pourquoi je vous, je vous dis ça. Il y a énormément de questions, donc je suis allé très vite, c'est nickel. Il me reste 10 minutes pour répondre à vos questions. Juste un peu de pub quand même, parce que il y a ça aussi. Les formations qui vous sont proposées par rapport à toutes ces nouveautés, on a toujours notre nomenclature qui existe en FIFPL, présentiel et e-learning. PlayC4, alors PlayC4, j'insiste. Oui, j'ai envie que vous veniez vous former parce que je travaille pour une société qui fait de la formation, mais également pour qu'on soit un petit peu plus prise au sérieux au niveau de la prise en charge des plaies et puis qu'on devienne vraiment super efficient et qu'on soit digne de ce bilan initial de plaies qui est super bien payé. Donc voilà, faites-le. On n'est pas les seuls à en proposer, mais formez-vous. Et je vous ai mis un petit rappel concernant la pharmaco également, parce que par rapport à la revalorisation de la surveillance d'une thérapeutique, je vous rappelle qu'on n'est pas payé pour faire gober des médicaments, mais on est là pour surveiller les patients. Donc, un petit rappel en pharmaco, des fois, c'est pas mal. Allez, voilà, n'hésitez pas à contacter nos conseillers en formation. Ils seront ravis et surtout, on est ravis de vous retrouver à partir du mois de septembre sur du présentiel, même si on a encore quelques formations là qui se déroulent, mais c'est un petit peu plus compliqué. Alors, question-réponse. Je prends un petit peu comme ça vient. Comment fait-on une demande d'accord préalable? C'est quelque chose que vous avez sur vos logiciels de facturation. Demande d'accord préalable. Il y a une touche. Il y a un petit laïus à mettre pour vous expliquer et vous envoyer à la caisse. L'accord préalable est valable combien de temps, s'il vous plaît? 3 mois. Tous les 3 mois, il faut le refaire. Comment ça se passe quand une entente préalable a été faite avant la modification et que les soins continuent? Alors, comment ça se passe quand l'entente a été faite avant la modification et que les soins continuent? Si les soins continuent, faut la refaire tous les 3 mois, en fait. Donc, collyre suite à cataracte, c'est la mise en place d'une thérapeutique. Donc là, ce sera mise en place d'une thérapeutique, donc 15 séances maximum. Et ça reste AMI 1. AVC est-il considéré comme maladie neurodégénérative? Non, ce n'est pas une maladie neurodégénérative, c'est un accident ischémique. Peut-on prescrire un renouvellement d'analgésie topique? Non, l'analgésie topique, d'abord, le produit n'est pas, on n'a pas le droit de le prescrire et on n'a pas le droit de s'auto-prescrire des soins. Donc non, mais le médecin, oui, peut vous prescrire un renouvellement dans la limite de 16. Pour la MI11, il faut que ce soit une plaie ulcéreuse. Non, il faut que ce soit un pansement lourd et complexe. Alors, c'est bien, vous êtes avec moi, je vous explique plein de choses, mais je vous dis tellement de choses en une demi-heure, vous n'aurez pas le temps, vous ne pourrez pas tout retenir. Quand vous avez une question comme ça, prenez l'habitude d'aller relire le truc. Ça prend une seconde et c'est marqué noir sur blanc. Au moins, vous aurez la certitude. Hein, ok. Qu'est-ce qui est entendu dans le terme compression de la MI contention ou compression? Je crois que j'ai répondu à la question tout à l'heure. Pour coter la MI 5,1, faut-il que la compression soit prescrite sur l'ordo? Oui, je vous rappelle que tout acte remboursable doit être prescrit. Donc, il faut que ce soit marqué. Alors attends, j'ai ma collègue qui me dit non, l'entente préalable, elle est valable la durée de l'ordo. Donc non, elle n'est pas valable 3 mois, je vous ai dit une bêtise, c'est la durée de l'ordo. Je continue. Cotation si pansement de grande étendue des deux côtés avec greffe sous insulinothérapie. Je comprends pas la question. Alors, je reprends. Peut-on coter la MI 5,1? Faut-il que ça j'ai répondu. Cotation si pansement étendu des deux côtés avec greffe sous insulinothérapie. Il faut juste vérifier. Est-ce que c'est un pansement
qui a à voir avec le diabète. Est-ce qu'il y a bien des fibrillations et tout ça? Donc oui, c'est un pansement diabétique, ça peut être dans la case du diabétique. Sinon, bah non, c'est un pansement à côté. Donc il faut appliquer le 11B. Et le pansement de compression n'existe pas dans dans l'article 5 bis. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas cumulable. Il est forcément en dehors de la parenthèse. Si cela concerne un ulcère étendu des deux jambes, on code comment? Bah, vous cumulez. Si jamais vous avez deux plaies qui correspondent, vous cumulez, mais en respectant le 11B. Partez du principe que toujours vous respectez le 11B, c'est-à-dire le premier en entier, le deuxième en demi. Les quelques exceptions, je vous l'ai dit, au fur et à mesure, il n'y en a pas beaucoup. Donc, partez du principe que ça se cote si vous avez deux pansements avec compression, c'est 5,1 plus 5,1 sur 2. Il faut bien qu'il y ait les deux jambes, que ça corresponde bien et compagnie. Pour la Mi11, il faut que ce soit une plaie ulcéreuse. J'ai répondu déjà. Bonjour, j'ai un patient BSC, œdème avec multiples ulcérations qui coulent pansement chaque jambe et bande avarice. Cotation au 1er juillet, AMI 5,1 plus AMI 5,2 5,1 sur 2 plus MCI. Faut-il une ordo du médecin? Faut-il modifier le BSI? Donc, ça ne sera pas des AMI déjà, ce sera des AMX. Et oui, s'il y a les deux jambes, que c'est bien prescrit, qu'il s'agisse bien de bandes, ça a l'air d'être le cas. Donc, ce sera IFI plus AMX 5,1 plus AMX 5,1 sur 2, mais à condition que les deux jambes soient bien entendu concernées. Faut-il modifier le BSI? Non, 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 il n'y a pas moyen. Il faut juste avoir l'ordo qui va pour les pansements. Oulala, oulala. Ma collègue m'a tout changé. Où c'est que j'en suis? Où stocker légalement les photos des plaies des patients? Trop lourd sur notre logiciel. Bien, ça peut être. Il y a plusieurs choses qui tombent sous ce coup-là. Il faut que vous ayez une protection légale. Quand on dit qu'on assure la protection de nos données, il faut qu'on ait deux supports différents pour les garder. Donc, un disque dur interne et un disque dur externe. Et surtout, il faudra le déclarer au RGPD. Vous savez, ce qui gère le droit au niveau des données qu'on a sur nos patients, il faut le déclarer au RGPD. Mais ça, bon, après, vous avez la possibilité. Bonjour, j'ai un patient de 93 ans qui a une poche de colostomie. Comment je peux le facturer? Alors, je ne vois pas le rapport avec la choucroute, mais la colostomie, c'est AMI3 depuis le 1er janvier. Pansement d'escar, toujours à MI4, toujours. Que signifie SFI? SFI, c'est les actes des sages-femmes lorsque à notre nomenclature, il y a des actes qui sont également cotables par les sages-femmes et ils sont cotés SFI. Donc, j'ai envie de dire, ça ne nous concerne pas. À quoi correspond la MX? La MX, c'est la MI de la dépendance. Lorsque vous avez des actes qui sont cumulables avec la dépendance, à savoir pansement lourd et complexe, PERF, AMI 5 terre, surveillance patient BPCO, insuffisance cardiaque et la prise de sang, la ponction veineuse. Ils existent en AMX, donc ils sont cumulables avec la dépendance. Et depuis le 1er mai également, le dextro, l'insuline, la sous-cute, l'intradermo et l'intramusculaire. Peut-on faire un bilan pour un pansement de fixateur externe? Oui, il s'agit d'un pansement lourd et complexe, matériel prothétique extériorisé. Donc oui, on peut se prendre un bilan initial de plaie. Si insuline a émis 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus plus déplacement, vous en faites beaucoup. Non, le 5.1 ne fait pas partie de l'article du patient diabétique, donc il doit être coté en dehors. Pour le bilan de plaie, faut-il que ce soit forcément la première prise en charge? Non. Ça existe depuis le 1er janvier. Il est bien dit que même pour les plaies que vous aviez d'avant, vous pouvez vous le faire à tout moment. Le tout, c'est de respecter la règle un par an. Voilà, c'est tout. Le bilan initial de plaie peut-il compter plusieurs jours après le début des soins? Oui, bien sûr. Bien sûr. S'il faut 2 mois, comprenez bien, la Sécu, quand elle met le bilan initial de plaie, elle veut en payer un par an. Que vous le comptiez au 2 janvier ou au 8 août, elle s'en fout. Là où elle va vous tomber dessus, c'est si vous en comptez 2. S'il faut 2 mois sans récidive pour considérer une interruption, dans ce cas, si on a une récidive au bout d'1 mois, on peut utiliser la même ordonnance de pansement. Si la durée est couverte, si l'ordonnance du médecin avait été faite pour 6 mois et que la reprise se fait dans ce laps de temps-là, oui, pourquoi pas?
pourquoi pas. Je vous rappelle que comment dire, les ordos de pansement, les médecins ont la fâcheuse tendance de mettre jusqu'à cicatrisation, c'est illégal. Une ordo doit avoir un début et une fin. Le bilan de plaie inclut la réalisation du pansement. Oui, il inclut la réalisation du pansement et la MCI. Le bilan, c'est un par patient ou un par IDEL, petit malin. Non, c'est un par patient. La Sécu, elle en paye un par patient. Vous vous rendez compte, ouais, on était 9 dans mon cabinet, hein, donc vous vous rendez compte. Actuellement, pansement lourd et complexe côté amical plus MCI, AMI 2 tout en entier, bien sûr, la AMI2 se compte en entier avec la AMI4, c'est bien connu. Non, 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 ça se compte pas en entier, la AMI2. Si c'est un pansement simple, pansement lourd et complexe côté. Est-ce que c'est un pansement simple, la MI2? Si c'est un pansement simple, ben, il se compte en demi, hein, mais ça ne changera rien. Ça ne changera rien au 1er juillet. Ça c'est bon, j'ai répondu. Bilan initial de plaie. Il y a demande d'accord à faire ou c'est facturable si Ordo indique pansement lourd et complexe? Facturable dès lors que c'est marqué pansement lourd et complexe. La MI11, le bilan initial de plaie, est un acte qui est dérogatoire à l'article 5 des dispositions générales, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une ordo spécifique. Dès lors qu'on a un pansement lourd et complexe, on peut le coter. AMI11, si pansement lourd et complexe, même si patient ancien, oui, j'ai répondu tout à l'heure. Si compression sans plaie, peut-on coter AMI 5,1? Bien essayé, mais non, c'est bien marqué. Relisez vos articles, hein, c'est pansement avec compression. Du coup, si analgésie sur les deux jambes avec ulcère et bande de compression, comment coter? Si jamais vous avez de chaque côté un pansement avec analgésie topique, pansement lourd et complexe, avec analgésie topique et compression, je vous rappelle que c'est 5, si vous faites tout en même temps, ça sera 5,1 plus 1,1 en entier, plus 5,1 plus 1,1 en demi. Tac, tac. Tous les pansements d'ulcère sont-ils considérés comme pansements lourds et complexes? Non, allez revoir, le pansement lourd et complexe, c'est plus de 60 cm². Quand faut-il faire dans une demande d'accord préalable? C'est mis dans la nomenclature. Les seuls actes concernés sont les actes qui sont suivis de la petite lettre AP. Et le seul qui existe aujourd'hui, c'est l'article 10 du chapitre 1, la surveillance médicamenteuse. Dans le cadre du pansement lourd et complexe, l'IDE que je vais remplacer ne code pas les MCI car elle ne fait pas de dossier particulier. On peut tout à fait. La majoration, c'est une majoration qui est offerte, hein, c'est pas une obligation. Moi, j'en rencontre des infirmières qui me disent, moi, j'ai pas de dossier de soins, je me prends pas de MCI. C'est honnête. L'inverse n'est pas honnête. Une infirmière qui fait pas de dossier de soins et qui prend une MCI, si la Sécu contrôle, il y aura un remboursement. Tu as dit pansement d'ulcère aux deux jambes que c'était AMI 5,1 plus 5,1 sur 2, mais ce n'est pas cumulable à taux plein. Ben non, je l'ai dit, mais trouve-moi le contraire. Quand vous me demandez si c'est cumulable en entier, trouvez-moi dans la nomenclature où c'est noté. La règle générale, c'est un en entier, un en demi. Quand il y a une exonération, c'est marqué noir sur blanc. Donc vous reprenez l'article 3, il fait une demi-page. C'est pas long à lire. Bien, si à aucun moment on nous dit que c'est cumulable en entier, ben, c'est que ça l'est pas. AMI 5,1 doit être lourd, lourd, complexe ou sain. Il n'y a pas de. C'est pareil, c'est un peu tendancieux. Il n'y a pas de, dans la description de l'article 5,1, il n'y a pas de données de grandeur. Après, on peut considérer que comme c'est dans le pansement lourd et complexe, c'est 60 cm². Pour moi, c'est une question qui, encore une fois, si vous cotez le 5,1 que pour les ulcères de plus de 60 cm², vous êtes à l'abri de tout contrôle. Si vous cotez pour tous les ulcères, c'est-à-dire que les ulcères qui avant étaient même à MI2, vous prenez le risque d'être obligé de vous défendre. À vous de voir. Moi, je sais que je serais capable de me défendre. Maintenant, effectivement, dans le libellé, c'est pas marqué plus de 60 cm². Voilà. Donc, moi, je ne peux pas vous envoyer au casse-pipe. Je ne peux pas vous dire oui, allez-y. Je vous dis allez-y, mais en connaissance de cause, en prenant vos responsabilités et les risques éventuels. Tu as dit 2 ulcères, 5,1 plus 5,1 sur 2 plus MCI. Oui, si on a bien 2 ulcères avec une compression. Pansement amputation du doigt, AMI 4, ou peut-on coter? Bien sûr, l'amputation avec régularisation, c'est un pansement lourd et complexe, donc oui, et on peut se prendre un bilan initial de plaie. Je regarde, j'essaye d'aller vite, je suis désolé, mais j'essaye vraiment de répondre à toutes vos questions. La MCI est-elle toujours applicable pour les pansements lourds et complexes? Oui, à condition qu'on soit capable de prouver cette coordination, donc à minima le dossier de soins. Que deviennent les AMI1 pour surveillance médoc des EP en cours? Vous passez, ça ne change pas l'EP. À partir du 1er juillet, pour celles qui ont une EP en cours, une entente préalable en cours, vous passez juste à 1,2 à partir du 1er juillet.
quel texte dit qu'on ne peut pas mettre jusqu'à cicatrisation n'est pas légal? Bah parce que faut aller voir dans les textes concernant, ça doit être dans le code de la sécurité sociale où il est marqué qu'une date, qu'une ordo, qu'elle soit de matériel, de pansement, de soins, doit avoir un début et une fin. Un pansement de pied diabétique est-il systématiquement un pansement lourd? Non. Allez relire la définition du pansement lourd et complexe dans l'article 5 bis, donc le patient diabétique, c'est marqué avec défibrination et détertion. Détertion et défibrination, donc il faut qu'il y ait les deux. AMI 1,2 pour surveillance médicale injectable. Non, 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 je ne crois pas. Non, non, je comprends pas trop la question. C'est l'administration d'une thérapeutique dans le cadre de troubles psy, donc je vois pas. Quand faut-il faire une DAP? Je crois que j'ai répondu. Et BS et PCR Covid, c'est bien MI 4,2. Alors ça, c'est tous des actes dérogatoires. Je vous invite à aller voir sur Amélie, parce qu'en plus, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Pareil, je veux pas vous donner je veux pas vous dire de bêtises, parce qu'en plus, la seule chose, c'est que ces actes-là n'existent pas en AMX, hein, donc ils ne sont pas cumulables avec la dépendance. Mais ces actes-là, je sais qu'ils ont été mis en place de manière dérogatoire pour le Covid. Je ne sais même pas jusqu'à quand ça va durer au départ. Ils avaient parlé de jusqu'à la fin de l'urgence sanitaire, à savoir le 10 juillet. Mais là, j'avais vu quelques communications de la caisse disant que c'était pas sûr. Donc, je vous invite à aller sur amélie.fr. Vous vous loguez avec l'accès infirmier et il y a toutes les dernières actualités. Franchement, c'est intéressant. Au moins, vous êtes sûr de pas vous tromper. Je crois avoir répondu à toutes vos questions. Hein. Si deux pansements d'ulcère plus analgésie, quelle cotation? Ben, je crois que j'ai répondu également. Hein, j'ai dit qu'on pouvait les cumuler. Après, ces histoires de cumul, je veux pas que vous vous mépreniez. Quand je vous ai dit 5,1 plus 5,1 sur 2, c'est dans le cas où j'ai bien deux plaies d'ulcère avec compression. Si vous avez une plaie d'ulcère avec compression et la jambe d'à côté, pas de compression, vous pouvez faire 5,1 plus 4 sur 2. Le tout, c'est de respecter les règles de cumul. Alors, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Je suis désolé, j'ai déjà bien débordé, donc je ne peux pas aller plus loin. Je vous remercie infiniment de votre attention. On se retrouvera au mois de septembre. On reprendra les webinars. Ne vous inquiétez pas, je serai là. Donc pas de souci. Je vous remercie énormément pour votre participation tout au long de cette année. C'était vraiment un vrai plaisir d'animer ces webinars. J'espère que vous apprenez plein de choses. Je sais que c'est très rapide. Là, sur les questions, j'ai été ultra rapide, mais j'ai surtout essayé de répondre à tout le monde et je pense y avoir réussi. Donc voilà. Rassurez-vous, on reviendra et puis on est toujours là pour vous aider, pour vous informer. Ne vous inquiétez pas et formez-vous, formez-vous. Franchement, l'enjeu sur les pansements est ultra important, vraiment. N'hésitez pas à nous appeler, on a plein de formations géniales qui peuvent vous rendre service. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent été à toutes et à tous. Reposez-vous surtout, essayez de vous reposer et je vous dis au mois de septembre. Allez, bye bye, merci à vous tous.